Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet un peu inhabituel pour moi de présenter déjà en français. Et en plus, d'un point de vue juridique, en expliquant les formats, généralement, on reste très cloîtré dans notre communauté. Donc, merci pour l'invitation, parce que ce forum, pour moi, c'est vraiment une ouverture sur d'autres sciences. Donc, le plan de ma présentation est assez simple. Je vais vous présenter un peu l'Agence spatiale européenne en quelques mots pour vous donner quelques chiffres clés. Ensuite, la politique de distribution de données scientifiques qu'on a mis en place. Le stockage en quelques chiffres. Et surtout, quelque chose qui est très actuel pour nous, c'est le big data. Et c'est l'impact que ça a sur le travail scientifique lui-même. Ça a vraiment changé le travail des scientifiques et du coup notre travail à nous. Enfin, la mission Gaïa, qui est une mission qui cartographie les étoiles, essentiellement les étoiles dans notre galaxie. Et on est arrivé à un problème juridique complètement inattendu, et ça je vous le garde pour la fin, donc pour vous tenir un peu en haleine. Voilà, alors, les uns en quelques mots. Alors, ça ressemble beaucoup à la carte de l'Union européenne, mais c'est une institution qui est complètement détachée de l'Union européenne. Qui fait que l'Angleterre, en tout cas la Grande-Bretagne, va rester dans l'ESA tout en sortant de l'Union européenne. À la fin, je vais évoquer un peu ce problème, parce que ça va poser un problème au niveau des données pour l'Angleterre, justement. On a aussi, en haut, j'ai mis le Canada, mais effectivement, le Canada est un membre associé à l'Agence spatiale européenne. Alors, ici, vous voyez sur une carte à peu près où sont nos bureaux et nos stations de réception au sol. En vert, sur la droite, en Europe, on a plusieurs centres. Et ces centres sont thématiques. Donc à Madrid, on a le centre des données scientifiques qui concerne toutes les données collectées par les satellites de l'agence en dehors de ceux de l'observation de la Terre. Donc ceux qui explorent le système solaire et ceux qui regardent l'univers dans son ensemble. À Rome, c'est le centre de données pour l'observation de la Terre, justement. À Paris, le siège. Aux Pays-Bas, c'est le centre technique très orienté sur l'ingénierie et le test des satellites. En Angleterre, à côté d'Oxford, à Harwell, on a un centre dédié à la robotique. Et en Allemagne, on a deux centres, un qui est lié aux opérations et un qui est lié à l'entraînement des astronautes. En fait, l'agence est divisée en programmes. Le programme pour lequel je travaille, c'est le programme Space Science, le programme scientifique. D'autres programmes sont dédiés soit à l'observation de la Terre, soit à l'engagement de l'ESA auprès de la Station spatiale internationale, de ses astronautes, de la navigation, avec le projet Galileo, qui est le futur GPS mondial. Et je tenais à rappeler ça ici parce que le programme scientifique, c'est le seul des programmes de l'ESA où chaque pays qui est membre de l'ESA doit contribuer. C'est une obligation. Si le pays veut être dans l'ESA, il doit payer la science. Et après, tout est à la carte. Il peut payer s'il veut avoir accès aux données, l'observation de la Terre, ou les lanceurs, ou Galileo, tout est à la carte. Mais pour être sûr qu'on ait un programme scientifique pérenne, on a obligé les États à payer à hauteur de leur PIB. Donc le budget de l'ESA, assez rapidement, c'est 5,6 milliards d'euros annuels. Un tiers est fourni par l'Union européenne sur projet. Donc, deux projets sont payés par l'Union européenne. Le projet Sentinelle, qui est un projet assez massif d'observation de la Terre,
pour étudier le réchauffement climatique, l'agriculture, la pollution des mers, en quelques mots. Le deuxième projet, c'est évidemment Galileo. Galileo, c'est juste être indépendant des Américains par rapport au GPS. Le GPS étant un système militaire, donc qui peut être brouillé à tout moment. Donc pour s'assurer de notre indépendance, l'Union européenne a mis des milliards d'euros sur la table et a désigné l'Agence spatiale européenne pour gérer cet argent, faire les appels d'offres, suivre la construction des satellites, etc. Donc la science là-dedans, c'est à peu près 10%, c'est à peu près 500 millions d'euros par an. Donc avec ça, depuis quelques années, on a envoyé toute une série de satellites découvrir, définition de pas excellent, pour découvrir les différentes planètes de notre système solaire, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, etc. Et avec des satellites dédiés qui regardent soit le Soleil, soit qui tournent autour de planètes, soit qui atterrissent sur des lunes ou des comètes comme Rosetta, et qui étudient leur environnement. Alors, on étudie aussi notre galaxie et notre univers en général dans toutes les longueurs d'onde possibles. Donc, ça va du micro-ondes jusqu'à l'infrarouge. Et ça nous permet, les satellites connus sont par exemple le satellite Hubble. Je vais parler à la fin du satellite Gaia qui a permis de faire une cartographie incroyable de notre galaxie et avec, en étudiant le positionnement d'à peu près 1 milliard d'étoiles. Alors les archives à l'ESA, elles sont toutes stockées à Madrid, elles sont toutes stockées au centre de Madrid. Et on a développé des archives d'abord par mission, ce qui était le plus logique. On a développé des archives par projet. Et on est en train de mettre en place des outils de visualisation multimission, mais chaque mission a son archive dédiée. Donc on a séparé ces archives en 3 domaines. Le domaine purement astronomie et études d'étoiles et de galaxies d'un côté, l'étude du soleil en lui-même et son application dans l'environnement terrestre, et enfin les missions planétaires qui sont donc dédiées à chaque planète de notre système solaire. Donc ma responsabilité scientifique, elle est de l'ordre de 7 missions scientifiques et de suivre le développement de ces archives, d'assurer leur pérennité et de développer les archives des nouvelles missions. Donc pour la politique de distribution des données, j'ai voulu commencer par définir de quoi est composée une archive, l'archive d'une mission scientifique de l'ESA. Donc, elle est constituée de fichiers de données et de métadonnées qui sont soit combinés à chaque fois dans un fichier ou soit séparés. Il est constitué de documents PDF qui expliquent en détail l'instrument qui a permis de générer ces données. Et dans certains cas, et c'est la difficulté au niveau de la pérennité des données, c'est il faut aussi archiver des logiciels qui permettent de calibrer ces données pour passer de données brutes à des données à haute valeur ajoutée scientifique. Et ces logiciels sont écrits dans des codes comme du Fortran, du C, qui doivent être maintenus et recompilés pour que les scientifiques puissent l'utiliser assez rapidement. Voilà, une donnée chez nous, ça peut être ça peut être une image de la comète 67P observée par Rosetta.
Et ça peut être une image que l'on peut voir, mais chaque point peut être aussi un spectre dans une certaine gamme de longueur d'onde. Donc on passe d'une image, d'un objet 2D à en fait un cube de données derrière. Alors notre politique, elle est claire. Tout doit être librement accessible dès que c'est mis en ligne. Via une application web, ça peut être des protocoles d'échange de données standards internationaux, ça peut être en utilisant la ligne de commande Unix, tout ce qui est possible, tout ce qui peut, on fait aussi du streaming de données, tout ce qui est possible pour que les données soient au maximum exploitées. Les archives, elles sont jugées tous les ans à la hauteur du nombre de publications référées qui sont publiées à travers le monde. Alors, le type de format, c'est beaucoup plus simple chez nous parce qu'on n'a que des données de nos missions spatiales. On n'a pas archivé des choses compliquées, tout est numérique. On a 3 types de formats. On a un format qu'on appelle FITS, qui est un format qui a été défini dans le domaine de l'astrophysique et qui permet, qui est suffisamment flexible au niveau des métadonnées pour être compatible avec tous les types de missions d'astrophysique. C'est le deuxième format est le Planetary Data System, c'est un type de fichier ASCII et qui a été développé par les premières missions NASA autour des planètes du système solaire. C'est vraiment dédié à la planétologie, à l'étude des petits objets comme les comètes, les astéroïdes. Et ici, j'ai mis à droite un exemple de fichier généré par le satellite Rosetta, où on voit ici toutes les métadonnées qui ont été mises, qui définissent le type de version de PDS, son nom, le nom de la dataset, la mission, l'instrument qui a été utilisé, la résolution, l'objectif qui est ici la comète, le temps de début, de fin, etc., etc. Tout ça est très très normalisé. Il n'y a pas un fichier qui rentre sur nos serveurs sans que tout soit scanné et vérifié par nos logiciels internes ou externes. Mais on doit s'assurer qu'on respecte bien ces formats parce que derrière, les scientifiques téléchargent ces formats mais utilisent des logiciels scientifiques très pointus et en entrée, ils doivent mettre ces fichiers. Si ces fichiers ne sont pas au bon format, la lecture est impossible et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel pour nous. Ensuite, on a un troisième format qu'on appelle le Common Data Format, donc c'est marrant. Ça c'est des copieurs. C'est des copieurs, voilà. Donc ça a été créé fin des années 70, début des années 80. Ça a été un format qui est un format binaire, créé à l'origine par la NASA, mais très rapidement, qui a été étendu aux missions spatiales européennes. Pour la bonne et simple raison qu'ils se sont rendus compte que, même s'ils avaient beaucoup d'argent et que c'était très fort, en fait, l'espace est tellement grand qu'il faut travailler ensemble parce que c'est comme ça qu'on fait de la physique. Alors, ça, c'est d'autres types de données. Ça, c'est des données qui sont très proches de ce que je fais. Donc, c'est par exemple l'étude du Soleil, les explosions sur le Soleil, des comètes qui passent proches du Soleil. Voilà, ça, typiquement, c'est des données FITS. C'est des données d'image. Ça, c'est des données CDF. C'est des données où on mesure les particules, le champ magnétique, la vitesse de développement des particules, la composition du milieu. Donc c'est beaucoup plus ennuyeux, mais on peut faire beaucoup de physique avec ça. Ici, ça, c'est pas des choses qu'on archive, mais c'est
des choses avec des outils de simulation avec lesquels on est en lien, où en fait les données elles sont envoyées sur des serveurs de simulation en temps réel, et ça permet en observant quelque chose sur le Soleil, on peut faire des prédictions de l'explosion, une explosion qu'on voit ici. On va voir bientôt, voilà, des explosions comme ça. Elles sont ingérées dans le modèle dès le début, et ça va permettre de faire des prédictions pour savoir si cette explosion, elle va nous arriver sur la Terre, elle va arriver sur Mars, où on a aussi, on n'a pas de vie, mais on a des rovers sur Mars. Donc il faut faire attention aussi à ces rovers pour pas qu'ils soient exposés. Et on a des satellites à peu près autour de toutes les planètes du système solaire. Donc, quelle que soit la direction, c'est pour ça qu'on met tout un tas de planètes dans ces modèles et on les utilise pour faire de la prédiction, de ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Alors, je voulais aussi évoquer les jeux de données à haute valeur ajoutée. C'est une problématique actuelle parce que l'Union européenne a financé tout un tas de projets très très intéressants qu'on appelle, nous, j'imagine que c'est la même chose dans d'autres domaines, qu'on appelle FP7 ou H2020. Et ils ont les communautés scientifiques en astrophysique ont déposé tout un tas de dossiers et ont été sélectionnés par l'Union européenne en disant on va s'unir, on va utiliser tous ces jeux de données de tel satellite, de tel observateur au sol, etc. Et on va analyser ça et on va faire des catalogues à haute valeur ajoutée. Par exemple, je vous ai montré le Soleil avec une comète qui passe devant. Nous, on a ces données-là, mais eux, ils ont dit, on va étudier ça, et puis par année, on va mettre à quelle date ont été observées les comètes qui passent devant le Soleil avec ces données-là. C'est beaucoup de travail, ça. Ça tient dans un kilo-octet, c'est juste une liste comme ça, voilà, avec le jour, l'observatoire, quand a été observé, qui l'a observé, etc. Et des projets, là j'en ai juste listé quelques-uns. Et donc maintenant la question elle se pose, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'après 3 ans, 4 ans de projets financés par l'Union européenne, qui maintient l'archive? Où on va pouvoir trouver cette information dans 20 ans? Nous, on a le devoir de garder ces données pérennes. Et on s'est dit, peut-être que ce serait intéressant de discuter avec la communauté scientifique et de dire, avec ceux qui ont fait ces projets-là, en disant, on va pas archiver tout ce que vous avez fait, mais on va essayer d'archiver les catalogues qui paraissent les plus intéressants. On ne va pas archiver, par exemple, des données de simulation, parce que les données de simulation, dans 5 ans, dans 10 ans, elles n'auront pas vraiment de valeur, il y aura des simulations qui seront bien meilleures. Mais ce genre de résultats nous intéresse particulièrement. Donc il y a un travail dessus. Alors, ça a pris un peu de temps, mais finalement on a adopté d'un point de vue législatif le Creative Commons, ce type de Creative Commons, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est le même, comme on est une organisation internationale, on a pris la même chose que l'UNESCO, l'ONPI, l'OMS, ce qui permet de partager les données, que les gens puissent les prendre, les copier, mais ils ne peuvent pas s'en attribuer la propriété. Alors, ça paraît honnête de faire de mettre ce genre de licence. Ça pose problème encore à des éditeurs comme Nature ou Springer, où ils disent ah non, nous on veut la pleine propriété de ces images. Et donc, le scientifique il peut utiliser ces images, mais s'il veut publier par exemple cette photo qui est une des lunes de Mars qui a été prise récemment, il ne peut pas publier ça dans Nature. Donc je voulais juste un petit peu détailler
ce type de Creative Commons, même s'il y a sûrement des experts dans la salle. Mais en gros, ça permet de copier, distribuer, de communiquer ce matériel par tout moyen et sous tous les formats, de le remixer, de le transformer, y compris d'un point de vue commercial. Donc vous pouvez faire des livres avec toutes ces images sans problème. C'est de l'argent public, donc voilà, vous pouvez vous en servir. Maintenant, il faut, vous ne pouvez pas vous attribuer les droits. Après, vous devez créditer l'œuvre et créditer d'où ça vient. Et, et vous devez garder, si vous le redonnez à quelqu'un, vous devez garder cette même liste. Alors, le stockage des données, juste quelques petits chiffres pour vous donner une idée. Actuellement, on est vers 500 teraoctets de données. Enfin, on était jusqu'à il n'y a pas longtemps vers 500 teraoctets de données. Là, on est vers 1500. Donc, on a 1,5 pétaoctets de données. Alors, je voulais vous montrer à quoi ça correspond à peu près. La colonne verte, c'est juste une mission. C'est la mission Gaïa dont je vais parler à la fin. Un pétaoctet, ça équivaut au stockage de à peu près 4000 MacBook Air. Ça, c'est en 2020. Avec les nouvelles missions qui arrivent, on va passer à 150 pétaoctets de données. Et ça, c'est juste dans quelques années. Ça, là, ça correspond à 600 000 MacBook Air. Donc, ça commence à faire beaucoup de MacBook Air à télécharger. Et d'un point de vue de l'observation de la Terre, actuellement, c'est 4 fois plus que ça. C'est 600 pétaoctets de données. Alors, juste, je ne vais pas lire tout ça, mais juste quelques... Donc, actuellement, on est sur, juste pour le stockage des données, à 3,5 pétaoctets, et pour le backup, à 5 pétaoctets. Donc, on a un backup dans un bâtiment séparé, plus un backup à Rome. Donc, comme ça, on est assez garanti. Voilà, et juste pour vous montrer juste cette partie-là de ce transparent, en 2015, on était à 1,3, en 2017, 3,3, donc ça va vraiment très très vite. Tout est conservé uniquement sur disque et directement accessible. Alors, je voulais vous parler du big data parce que, évidemment, avoir autant de données à étudier, on ne peut plus être dans une thématique de télécharger les données, c'est juste pas possible. Donc, effectivement, cette quantité de données générée par certaines missions, elle nous a amené à changer notre manière de faire les choses. Donc, le concept original, c'était très simple. On allait sur un serveur, un site FTP, une application web, peu importe. On téléchargeait les données, on faisait sa science avec. Bon. Et donc, pour certaines missions, c'est juste plus possible. Donc, l'autre concept, le concept actuel, c'est d'amener les scientifiques aux données. Et pas les données aux scientifiques. Donc, on s'est vraiment demandé, est-ce que ça allait marcher ? Donc, on a vraiment travaillé avec chaque communauté scientifique pour faire ça. Donc, on a mis en place une plateforme, on a travaillé en amont pour savoir quels outils ils voulaient, quel type de langage, de codage, de partage, qu'est-ce qui était le plus pratique pour eux, et on a mis ça en place. Donc, on a mis en place en fait une plateforme collaborative, pas simplement qu'un chercheur peut aller sur notre plateforme et analyser les données localement, mais des groupes de chercheurs peuvent venir et peuvent travailler ensemble. Donc, déjà, la plateforme collaborative. Donc, ensuite, on a mis en place un système leur permettant de faire du data mining, c'est-à-dire de faire de la sélection précise dans, par exemple, si on a la position et la vitesse d'un milliard d'étoiles, il faut fournir des outils pour aller sélectionner
quel type d'étoile, etc., sur tout un tas de critères. Donc il y a besoin d'outils informatiques et il y a besoin de science aussi, il y a besoin de savoir ce qu'on a dans nos données. Évidemment, on a mis des outils de visualisation en place, des outils d'analyse de données, et le but étant qu'ils viennent sur ces plateformes, ils peuvent aussi mettre leur code à eux sur notre plateforme et faire tourner leur programme sur nos serveurs. Et le but, c'est qu'ils téléchargent les résultats finaux ou une très faible quantité de données une fois qu'ils ont bien dégrossi leur problème spécifique. Donc pour eux, c'est quand même une nouvelle manière de travailler. Hein. Ils viennent sur notre serveur, ils travaillent sur nos serveurs et téléchargent très peu de choses à la fin. Et donc, on a mis ces données Gaia, on a mis ça en ligne fin avril et on a eu en une semaine 1,5 million de requêtes. Donc, plus de 5000 IP différents. Ça veut dire qu'on a touché toute la communauté d'astronomes qui travaillent sur ce type de données. Donc, on est assez content de ça. Et après, bon, il y a des pics de dizaines de milliers d'utilisateurs, mais ça, c'est des annonces, sur les réseaux sociaux, le web, etc. Mais là, nous, ce qui nous importe, c'est les scientifiques, parce qu'on sert d'abord les scientifiques. Donc, j'ai évoqué plusieurs fois la mission Gaia. Je vais vous faire juste un transparent un peu historique. En fait, Gaia, ça part d'Hipparque avant Jésus-Christ, 150, moins 150, moins 127. C'est l'époque où Hipparque a fait le premier catalogue d'étoiles qui a défini la latitude, la longitude dans le ciel, qui a trouvé la distance Terre-Lune, l'orbite de la Terre. Enfin, il a fait des choses complètement incroyables. Et ces travaux ont amené à l'Astrolabe, à la création de l'Astrolabe, en passant par Ptolémée, en passant par les Arabes, les Portugais. On est arrivé à l'Astrolabe et ça a permis de faire la navigation. Donc son catalogue d'étoiles, tous ces travaux, en fait, sans ces travaux-là, on n'a pas de navigation en pleine mer. Donc, depuis Hipparque, on a compris un peu plus là où on était dans notre galaxie. Donc ça, on est dans la Voie lactée ici, juste notre petite galaxie spirale, à peu près dans un bras vers l'extérieur de cette galaxie. Voilà, le satellite Hipparcos, on est parti à l'œil nu, il avait cartographié à peu près 850 étoiles, disons 1000 étoiles. Le satellite Hipparcos de l'ESA en 89, il a donné la position précise de 100 000 étoiles. Ça représente à peu près ces petites zones rouges-là. Parce qu'en fait, juste notre galaxie, c'est 200 milliards d'étoiles. Voilà, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, bon, ça c'est de l'astrophysique, c'est bien, on peut tester la théorie d'Einstein de relativité générale, c'est très bien. Mais en fait, la position des étoiles, elle est, comme en navigation sur Terre, elle est essentielle. On ne pourrait pas envoyer un satellite si on ne savait pas la position des étoiles. Le satellite, il est tellement loin de nous, on ne peut pas le piloter si on n'a pas des caméras à bord qui regardent le ciel, regardent les étoiles, pour se dire, bon, le soleil est là, les étoiles sont là, donc je dois orienter mon satellite. Vous voyez ici le satellite, en bleu vous avez les panneaux solaires. Le satellite, il n'a pas d'énergie à bord, sauf si son panneau solaire il est éclairé. Donc le satellite, en permanence, il doit s'orienter vers le soleil. Et il peut s'orienter uniquement avec des viseurs d'étoiles. Des viseurs d'étoiles, c'est des caméras qui regardent les étoiles, mais qui comparent les images qu'elles reçoivent avec un catalogue d'étoiles. Et donc, ces missions scientifiques, elles sont essentielles, parce que si on n'a pas la position précise des étoiles,
on ne peut pas envoyer cette lumière, parce que le satellite ne pourra pas s'orienter. À bord, on a des petits moteurs. Et ces moteurs, ils sont guidés par le système d'attitude qui est lié à l'observation des étoiles. Donc, c'est composé de 2 caméras comme ça, et qui sont reliées à des boîtes. Et dans ces boîtes, il y a l'analyse de ces images en temps réel et les catalogues d'étoiles dont j'ai parlé avant. Là, c'est le satellite Rosetta qui a été voir une comète, qui est notre satellite le plus connu. Et ici, on a en rouge ces 2 viseurs. Ces viseurs d'étoiles, c'est l'un des leaders mondiaux, c'est une entreprise française qui s'appelle Sodern, et qui a mis ces viseurs d'étoiles sur des satellites à travers tout le système solaire. Donc, c'est tout simple, hein, ça regarde les étoiles, et puis automatiquement, ça va repérer et relier au catalogue et de positionner, envoyer l'information pour positionner le satellite. Donc voilà, donc on était jusqu'en 89 à 100 000 étoiles, ça c'est Hipparcos. Et voilà, maintenant Gaïa c'est ça. 1,5 milliard d'étoiles, ça observe pas que leur position, ça observe aussi leur vitesse, ça observe aussi les vitesses et les positions des étoiles dans d'autres galaxies, dans la galaxie la plus proche, celle d'Andromède par exemple. Et ça, c'est ce qu'on a mis en ligne. On a déjà, nous en stock, on a déjà plus de 4 milliards d'étoiles qu'on va mettre en ligne d'ici 2 ans. Il faut le temps de calibrer tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. On a 3,5 milliards en stock. Non, 1,5 milliard d'étoiles, c'est ce qu'on a mis en ligne. Ah d'accord, vous avez mis en ligne. Voilà. Et on travaille sur quelques milliards de plus. Et en fait, voilà. Et donc, du coup, on est arrivé à un problème juridique auquel on ne s'attendait pas. Donc, on s'est dit, mais le problème, c'est que, bon, il n'y a pas que nous qui faisons la calibration, c'est un travail de plus de 400 scientifiques à travers l'Europe. Mais on s'est dit, imaginons un instant qu'on ait mal fait notre travail. Que la position des étoiles qu'on a mis dans ce catalogue Gaïa soit légèrement faux. Ben, on a un problème parce que si on a un constructeur de viseurs d'étoiles, c'est Star Tracker, là, dont je vais expliquer, et qui se base sur ce catalogue et que la position est fausse, la conséquence, c'est que les satellites qui baseraient leurs données là-dessus, ils s'orienteraient mal et ils seraient perdus, tout simplement. Alors, le petit problème, c'est que ça coûte 300 millions d'euros pièce. Donc, est-ce qu'ils peuvent nous attaquer, nous, ESA, pour avoir fait mal notre calibration? Donc, quel statut juridique on donne à nos données? C'est une bonne question. Donc, on a mis une sorte de, je ne sais pas comment on dit ça en français. En anglais, c'est un disclaimer, c'est pour dire, voilà, c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser, mais voilà. Donc, c'est un peu, voilà, c'est pas vraiment du droit. C'est juste qu'on va essayer de se couvrir, mais voilà. Donc on a, à ma connaissance, il y a des avocats qui travaillent sur le problème, mais ça s'était jamais posé avant ce genre de problème. Donc, on faisait juste de l'astrophysique à la base. Hein. Et voilà. Alors je sais pas, j'ai un slide s'il reste du temps, mais je sais pas où on en est au niveau du temps. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Oui, je voulais parler juste de Copernicus parce que Copernicus, c'est une série de satellites
qui a été payé par l'Europe, c'est 1,5 milliard d'euros mis sur la table. Et donc, c'est envoyé par l'ESA, ça permet de regarder la pollution au niveau des mers quand il y a des dégazages de bateaux, ça permet de mesurer les vitesses de vent, de hauteur de mer pour étudier le réchauffement climatique. Et le point essentiel pour eux, c'est de regarder l'agriculture pour fournir des subventions à ceux qui ont des problèmes dans leur champ et pas à ceux qui mentent sur des... Donc voilà, depuis l'espace, on peut voir ça. Et donc, en fait, ils ont vraiment une politique complètement ouverte. Donc, c'est free access à tout. Donc, à la reproduction, à la distribution, à la communication. Donc, eux, ils pensent que c'est la seule manière de développer des services. Que ça va créer de l'emploi parce que des gens vont prendre ces données, vont mettre de la valeur ajoutée dedans et le vendre à d'autres. Ça a déjà porté ses fruits avec le programme SPOT de l'Agence spatiale française. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de l'espoir que ça soit le même cas. Et c'est vrai que les quantités de données, elles sont vraiment industrielles crachées par ces satellites. C'est vraiment, je pense qu'on est sur un facteur 100 par rapport aux chiffres que je vous ai donnés pour les émissions d'astrophysique. Je crois que je vais m'arrêter là.